La mort muse. Suis-je mort? Où vais-je aller? Mon Dieu, que je suis bête. J'aurais dû prévenir les gens, mais je reste là, couché, et sûrement je continuerai à vivre pour de longues années dans le souvenir des gens, puisque je suis célèbre. Moi, un vieux poète anarchiste qui s'est endormi dans la chuchotante Genève. Oui, j'ai vécu et je suis mort. Et à présent, c'est l'heure où l'on va m'effacer, me donner un autre visage, un autre destin. Je ne sais qui sera mon prochain personnage, ce qu'on va faire de moi, mais je sais qu'il n'aura pas peur. Il y a un moment, je n'étais personne. J'étais dans le sommeil, le néant. Et maintenant, je suis l'autre Borges. Qu'est-ce qui est mort avec moi? Écoutez, c'est peut-être que je ne m'habitue pas à être mort, mais ce lieu et ces mots me paraissent un songe et un songe même pas rêvé par moi, mais par un autre, et un autre qui n'est même pas encore né. Suis-je vraiment mort? Je ne pense plus. Mais je constate avec une mélancolie douce amère que même si je gis ici, tout me réduit à une citation ou à un livre. Alors je dirais que si je suis mort, c'est presque par nécessité. À moins que cela ne soit une ultime coquetterie de ma part. Finalement, mourir, c'est se résoudre à être quelqu'un d'autre. Vous savez, Borges finissait par devenir si encombrant que j'ai cru bon de prendre quelques distances avec lui. Mais, à quoi bon parler de la mort quand on est mort? Mais chut! Les morts ne parlent pas. Savez-vous qu'il est mort ce matin? Mais je ne sais pas s'il le sait. Ça m'a fichu un coup quand je l'ai appris. Une sommité. Et comme tous les gens intelligents, très timide. Un jour, il a dit à mon père... Mon Dieu! Mais qu'il est fastidieux d'entendre vos banalités. Oui, mais sa prophétie ne s'est pas encore réalisée. Oui, il était si timide qu'il aurait aimé être invisible. Un excentrique. Imaginez-vous, personne ne le comprenait quand il affirmait que les mots étaient aussi des symboles magiques de la musique. Vous avez vu les journaux? Ils parlent tous de lui, de son mariage au dernier moment. Quoi? Je croyais qu'il était vierge. Il n'a pas eu dans sa famille. Ici, dans cette ville qu'il aimait tant. Mais quelle tristesse de mourir ainsi, loin de chez lui. Il ne sortait pas beaucoup. Le dimanche, il aimait se promener le long du Rhône ou dans la vieille ville. Il aimait réciter les ponts de Genève, pont du Mont Blanc, pont de la Coulombrenière, pont des Bergues, viaduc de la Jonction, pont Butin. Arrête! Il a simplement idéalisé la Suisse et Genève. Et même s'il admirait tant sa chère Genève et sa chère Suisse, c'est à cause de sa vision naïve. Il ne tenait absolument pas compte des problèmes liés à l'actualité. Et alors, vous ne vous imaginez pas la peine que ça m'a fait. Ça me provoque un chagrin net, carré, intense, profond. Il est mort, seul, comme un chien. Oui, comme un chien. Je n'appelle pas ça mourir. Taisez-vous. J'appelle ça crever. Je n'en peux plus toutes ces veillées. Et moi qui n'arrive même pas à supporter le spectacle d'une araignée innocente qui, à moitié écrasée par un balai maladroit, cherche encore à fuir. Regardez, parsemant le sol
sol de ses propres pattes et le mouillant d'un liquide jaunâtre. Oh, la pauvre! Regardez comme elle traîne tant bien que mal ces quelques pattes qui lui restent. Non, c'est décidé, je ne viendrai plus aux veillées funèbres. Et alors, vous ne connaissez rien à la vie de cet homme. C'est une nature exceptionnelle. Un jour, J'en ai assez, moi aussi, je ne vous crois pas un morceau. Un morceau de quoi, madame? La femme, vous ne voyez pas au mousson. Qui est cet homme? Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Regardez-le. Dans la splendeur de sa raideur. Regardez son visage, on dirait un masque. il était à la fois fasciné et horrifié par les masques. Une crainte enfantine des masques l'a possédé toute sa vie. Pour lui, ils étaient terrifiants. Non seulement parce qu'ils dissimulent le visage réel de la personne, mais aussi parce que leurs expressions sont immuables. Un homme connu, mais un obsédé par les masques, par les livres, par les labyrinthes, mais aussi par les miroirs. Toute sa vie, il s'est senti guetté par les miroirs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il était aveugle. Oui, mais il se voyait toujours un autre. Je me voyais dans un miroir, mais c'est un autre que je voyais. Moi, je ne suis pas ce que je vois, mais c'est un autre que je vois. Basta, cassez-moi ces miroirs, ils sont comme la paternité des choses abominables, ils confirment tout, ils multiplient tout. Je me rends compte que tout ce que j'ai pensé, d'autres l'ont déjà fait. Mes pensées ne m'appartiennent plus. Je me tais maintenant, quelle honte un mort à ses responsabilités. Je me sens un personnage d'un de mes contes. Tous ces contes sur mes mythes personnels. Mes contes voulaient distraire ou émouvoir, ils ne cherchaient pas à convaincre. Je peux, comme à mon habitude, imaginer tous les visages des gens présents. J'ai vécu depuis longtemps dans l'obscurité, enfermé dans un monde jaunâtre. Bon, résignons-nous enfin à être Borges. Et revenons à mon cauchemar préféré, ou mieux, celui qui me préfère. Le labyrinthe. Je suis ici dans une chambre, et puis dans une autre, et encore une autre. Mais dans quelle langue suis-je mort? Vous savez de quel pays il était? Il se représentait la Suisse, telle une carte postale. Les montagnes, la Suisse comme pays accidenté, le lac, le Rhône, les horloges, et le chocolat aussi. Le chocolat, les machines, le lait. Mais non, c'est la Hollande qui fait le commerce du lait. Et puis jusqu'en Suisse, on fait beaucoup d'alpinisme, non? Tout à fait. Mais bon, il était très malade. Non, non. Mais alors, de quoi est-il mort? Je ne sais pas. Vous ne le comprendrez jamais. Son destin, il était prédestiné à mourir à Genève. C'était un homme célèbre, même s'il ne se souciait jamais de la gloire. Ah ça, je dois dire que je ne l'ai guère connu. Il ne craignait pas la mort, vous savez. On connaissait ses plus infimes manies, les rides de son visage, les dernières creusées. On connaissait par cœur ses poèmes et beaucoup de ses nouvelles. On entend encore le ton de sa voix et la forme de ses gestes. Mais il dérangeait, irritait et fascinait les gens. Il a beaucoup pensé à sa mort, à la vie future, à l'au-delà, au paradis, au néant. Il avait écrit sur toutes ces choses et longuement, ça le passionnait. Mais une fois le moment arrivé, il était sûr malgré tout de penser à la mort pour la première fois. Aujourd'hui, c'est sérieux. Ce ne sont plus des phrases, ni des idées. Aujourd'hui, il semble qu'il ait connu la mort aussi bien que s'il eût été mort auparavant. Toi qui es mort, prononça-t-il. Tu vois, je ne t'ai point abandonné. Toi, mon double, tu n'as pas de voix pour te plaindre ni pour réclamer. Tu me diras que je n'ai pas pu faire autrement. Non,
J'ai choisi, j'ai consenti. Je t'ai aimé toi mieux que nul autre, et pour des raisons qui ne sont pas périssables. Je n'ai jamais vu ta figure corporelle. Je n'ai chéri ni ta voix, ni ton regard, ni ta façon de penser, tout cela qui était l'extérieur de ton être. Et pourtant c'est peu, c'est trop peu. Je n'ai voulu que l'essentiel, je ne veux pas de ça, moi. Je veux davantage. Il a dit. Oui, oui, toujours de la poésie. Oui. La chair, c'est pour l'exposer dans les vitrines. Et la poésie, on essaie de la supprimer un peu partout. Mais arrête! À quoi sert la poésie? À quoi sert la poésie? Mais à quoi sert la mort? À quoi sert la rose du café? À quoi sert l'univers? À quoi sert moi? À quoi servons-nous? Tu es vraiment étrange de demander des choses pareilles. Tu ne penses qu'utilitaire. Tu devrais être reconnaissant de te sentir ému, ce n'est pas une petite affaire. Tu penses que je suis utilitaire? C'est ça, oui? Oui, c'est ça, oui, un petit peu. Oui, tu vois tout sous l'angle du succès ou de l'échec, de la réussite, et non de ce que tu tends à obtenir. N'oublie pas que le succès et l'échec sont deux imposteurs. Si tu ne le reconnais pas, tu n'auras jamais ce que tu cherches. Si tu cherches quelque chose... Je me disais qu'il était vierge. Réfléchissez bien. Personne n'a l'idée Personne n'a vraiment l'idée de justifier la mer, les montagnes ou même un coucher de soleil. Arrêtons-nous avec ces farces. Il y a assez d'ouvriers, assez déconné. Écoutez, tout ce que vous racontez sur cet homme est flux vague. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux me faire avec un homme comme ça? Nous ne sommes pas ici pour discuter de l'immortalité. Après tant de veillées, nous le savons, la mort d'un corps est tout à fait insignifiant. Mourir est l'événement le plus nul qui puisse arriver à un homme. Alors chantons, et que cette veillée finisse. La mort, regardez. Pas encore, je vous en prie, mesdames et messieurs,
Faites beau jeu. Rouge, noir, passe, zéro, passe. Je vous en prie, mesdames et messieurs, faites votre jeu. Rouge, noir, passe 31, passe, rouge, noir, passe 22, 24, 31, encore gagné. J'ai gagné de nouveau et 4 fois de suite. Sommes-nous tous des jouets du destin? Nous parions, nous misons, et parfois tout ce que nous possédons. Face à nous, toujours il y a cette vie. Elle tourne à n'en plus finir. Sur quelle couleur, sur quel tour avons-nous placé notre espoir? Ah, et ces monceaux d'or qui nous narguent quelque part. Devant nous, les attendrons-nous. Rouge, noir, passe, zéro. Rouge, noir, passe 31, passe, rouge, noir, passe 22, 24, 31, encore gagné. J'ai gagné de nouveau et 4 fois de suite. Si je joue pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de ruiner ma propre chance. Je joue toujours pour moi, la roulette est mon salut. 22, 31, passe, encore gagné, 24. Je suis comme dans une hallucination. Je mise tout sur le rouge. Et soudain, la terreur me saisit. Je risque tout, même ma vie. Rouge, 4, noir, passe, encore gagné. J'ai gagné de nouveau et 4 fois de suite. Moi, je vis dans la fièvre du jeu. Je ne joue que de très petites mises. J'attends quelque événement qui ne vient pas. Je passe des journées entières à la table de jeu et j'observe. Moi, je joue même en rêvant. Je suis toujours comme engourdie. Rouge, noir, passe 31, passe, rouge, noir, passe 22, 24, 31, encore gagné. J'ai gagné de nouveau. Rouge, noir, passe 0. Eh bien, mes chers, pourquoi ne me regardez-vous pas? Vous ne me souhaitez pas la bienvenue. Vous savez bien qui je suis. Quoi? Vous ne m'attendiez pas? Eh bien, me voici. Ah, on devine vite qui sont ces oiseaux-là. Alors. Oh, je vois. Vous ne quittez pas un seul instant la roulette, n'est-ce pas? On vous a tout pris. Combien avez-vous perdu? Des comédiens. Eh bien, moi aussi, je veux jouer, voir ce que c'est que cette roulette. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. 5 000 sur le 19. 10 francs sur le rouge. 10 francs sur les rouges, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. Madame, rien ne va plus. 4, noir, vert et passe. 17, rouge, impair et manque. Rien ne manque. Voilà 5 fois que le noir sort. Hier, le rouge est sorti 22 fois d'affilée. Merci, messieurs. Faites vos jeux. Madame, rien ne va plus. Mesdames, messieurs, les jeux sont faits. 0. Oh, le maudit. Mais pourquoi mon numéro ne sortit pas? Je vous en prie, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Bientôt, rien ne va plus. La boule est lancée. 11 noirs, impair et mat. 18 rouge, peine et mat. Gagné. Oui, le rouge. Mais le reste est perdu. Voilà, je vous l'avais bien dit. 11. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Le 11. Oh, mais quelle gourde. Je viens de perdre tout mon argent. Rouge, noir, passe 31, vert, passe, rouge, noir, passe 22, 24, 31, encore gagné. J'ai gagné de nouveau, mais 4 fois de suite. J'ai une préférence superstitieuse pour passe. Moi, le rouge. Je gagne toujours avec rouge. Dès qu'on gagne, on oublie tous les insuccès du passé. Je risque ma vie, mais si je gagne, je suis un nouvel homme. Quand la roulette ferme, je cours dans une autre salle, à une autre table de roulette. Et de nouveau, je me mets à dompter le hasard, sans compter. Je sais bien qu'il n'y en a qu'un sur 100 qui gagne, mais il y en a un. J'ai découvert l'essence du jeu en le pratiquant moi-même. Moi, devant la roulette, mes tempes deviennent moites. Mes mains tremblent. Parfois, des voix me disent par Dieu, allez-vous-en. Mais il y a de l'orgueil dans mon affaire. Je veux étonner par mon audace. Je peux tout risquer, mais pour l'amour du jeu seulement, pour m'amuser, pour étudier le processus du gain et de la perte.
Je peux rejouer mon gain, le doubler même, mais uniquement par curiosité, pour voir les chances. Jamais pour le désir plébéien de réaliser un profit. La canaille joue en canaille, moi pas. Les curieuses criant autour de moi que je suis fou m'excitent. Il me faut jouer, je ne sais rien faire d'autre. Peut-être que ce sera ridicule, mais l'argent, lui, en tout cas, n'est jamais ridicule. Mon cœur bat fort, je n'ai pas de sang-froid. Je reste plantée devant cette roulette à attendre qu'il m'arrive quelque chose de décisif pour ma vie. Parfois nous demandons, ne devrions-nous pas renoncer au jeu? Oui, nous l'enverrons au diable dès que nous aurons gagné une fortune. Dans ma tête, je n'ai que le jeu, rien de plus. mes rêves d'aujourd'hui ne vont pas plus loin que rouge et noir, j'en suis sûre. Sommes-nous vraiment des joueurs? Mai 1885. Un crime tragique secoue la vieille Genève endormie. À la rue de Coutances, lieu malfamé, Une tragédie familiale. un crime. Matériel effraie le voisinage et jette Une ombre lugubre Sur la société genevoise. Le massacre de 4 enfants. Pierre Eugène, Émile, Élie, Joséphine Henriette et Joseph Émile, de la main de leur mère. de la main de la mère, Qu'on appellera bientôt propre mère, de la main de qu'on leur mère. appellera Propre bientôt mère. La mêlée de Coutances. Jeanne Lombardie. un peu avant minuit, et Égorge d'un coup de rasoir, tranchant le sommeil, Sa fille et ses 3 garçons, Et puis, au fond de la nuit, la mère égorgeuse. éponge les cadavres, dépose du lilas blanc dans leurs mains et sur les lits rouges de sang. Elle retire son tablier bleu à carreaux blancs, maculé de sang, lui aussi. Dans son esprit flottent ces mots en boucle et vagues brumeuses. Une fois mes enfants morts, ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la vermine. Puis je plongerai dans l'eau
et disparaîtrait à jamais. La presse protestante. La presse catholique. conservatrice, libérale et radicale, Toutes en cœur. Mélange l'encre au sang. afin de raconter l'égorgement Des 4 enfants. l'atrocité du drame L'effondrement social. de ses protagonistes. L'amnésie collective purgera Genève du souvenir de la mer égorgeuse. Le peuple très vite détournera son attention, indifférent au sort de cette mère sauvage. qu'elle soit désormais enfermée dans une maison d'aliénés. Dans la cellule d'une prison. Ou même dans la tombe. Peu importe. En trombe soudain, un essaim de médecins, policiers et experts se réunissent autour de la scène du crime et établissent les diagnostics. Traces de folie morale et nerveuse. Délire et hallucination. Atavisme familial et dégénérescence. Faiblesse d'esprit. Gestes irrationnels et névrotiques. Mélancolie. Hystérie. Tout y passe au crime de la rue Coutances. Un jury tiré au sort parmi une liste de 40 hommes, négociants, artisans, agriculteurs, reste divisé sur la responsabilité de Jeanne Lombardi. 6 voix favorables à la culpabilité, 6 voix Contre. Fin octobre 1893. 8 ans après la nuit tragique. Jeanne-Émilie Deluermoz, divorcée Lombardie, obtient sa libération conditionnelle. Elle sort de l'asile le 10 mai 1894. Libre et guérie. Disent-ils. Qui était véritablement cette femme, examinée, jugée et moralisée par des hommes? Les moralistes voient dans sa folie meurtrière le signe de la corruption morale des misérables. D'autres y voient le signe de la providence qui éprouve les pécheurs. Le crime de Coutances est un de ces affreux malheurs, un de ces horribles scandales nécessaires, dit le Seigneur. Sans doute, afin de nous rappeler l'infirmité et la corruption de notre nature. D'autres encore. D'autres Voilà.
je marche dans la rue où j'ai traqué pendant 30 ans des sexes d'hommes pour l'argent, pour un repas, pour un sourire, pour un crachat, pour de l'amour, un mot, un regard de velours, un silence bardé de haine. Ce soir, je marche dans la rue où j'ai traqué pendant 30 ans des sexes d'hommes pour l'argent, pour un repas, pour un sourire, pour un crachat, pour de l'amour, un mot, un regard de velours, un silence bardé de haine. Borges à Genève. Oui, mais si je veux être insolente, je dirais que ces textes sur Genève, même s'ils sont intelligents, ne nous disent rien de la Genève puritaine, la convenable, la commerciale. Cette ville un peu criminelle et ordurière. Oui, elle tue par procuration avec l'argent caché dans ses coffres. N'oublions pas que ce vieux Calvin était une pute, un garçon bouché avec des griffes pleines de sang. Ne recommence pas. Je pourrais te parler toute la nuit d'une admirable courtisane appartenant à cette ville. Une putain, révolutionnaire, vengeresse, inquiétante, et qui est au-delà de la Genève puritaine, car elle ne croit qu'à la liberté, qu'à l'action sans calcul où il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Oui, c'est elle qui affirme qu'il suffit de se promener dans les chiottes publiques, les prisons, les asiles de notre belle ville, si touristique et internationale, pour comprendre sa vraie nature. Pour la cerner, il ne faut pas lire Borges, mais plutôt aller du côté de la rue de Berne, là où l'on trouve toutes ces putains gentilles qui peuvent nous renseigner sur cette ville qui croit tellement au fric. Oui, à Genève, l'argent a une couleur, une odeur. Il sent bon, il embaume. La Griselidis, une femme pleine de feu et de désir. Elle baise, elle réalise tous ses fantasmes, quitte à se piéger elle-même. Elle est plus putain que toutes les putains du monde, car si elle le voulait, elle pourrait être gratuite. Son aspiration était d'être une nomade, pieds nus dans le sable, habillée de vent, de poussière et de musique, et le reste n'est que de la pourriture. Oui, je parle de celle qui est davantage lue par les concierges que par les intellos. Griselidis, la courtisane et sa vaillante chatte, baisée par tant de fous, d'assassins et d'ouvriers de toute race. C'était une femme folle de sexe, folle de sperme, folle des odeurs, des matières sexuelles. Celle à qui il arrive de se faire baiser par 20 arabes comoriens qui n'en ont rien à foutre d'elle, seulement de plonger leur queue et de vider leurs couilles. À la rigueur, on leur présenterait une jolie poupée tiède en plastique qu'ils n'y verraient pas de différence. Les gens ne comprennent rien à la vie d'une putain. Et surtout pas d'une révolutionnaire. Griselidis avait plusieurs vies, qu'elle vivait toutes en même temps. Prostituée, révolutionnaire, martyr médiatique, En quelque sorte sociologue. peintre, poétesse, mère. Non, je voudrais me faire encore plus belle. Même si je dois porter une robe achetée à l'armée du salut pour 25 francs. Tu sais, une de ces jupes longues, en vrai velours violet bleu nuit, fendue sur le devant, et le corsage à longues manches en lamé fulgurant de broderies d'argent à motifs
égyptien. Sûrement qu'elle avait appartenu à une pute. Oui, une bourgeoise. Ou à une bourgeoise qui, dans la misère, l'aura revendu ou jeté. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'on trouve dans les poubelles de Genève, et surtout pas dans les trottoirs des quartiers chics. Ouais. Elle était superbe, cette femme, grise et lisse, pour qui la vraie prostitution n'a rien à voir avec les pleurnicheries et les pavanes de ces fausses putes qu'on nous montre au cinéma. La vraie prostitution se fait en silence la plupart du temps, tout en nuances. C'est un travail d'orfèvre, minutieux, héroïque, où il faut savoir faire jouir, tout en se protégeant de l'usure et de la douleur, en caressant, suçant, léchant, pressant, gémissant un peu, griffant, tout en maintenant les queues molles et récalcitrantes des ivrognes, là où elles doivent être. Elle voulait mener à Genève la révolution des putes, des paquis. À moi, les paquis me rappellent l'inimaginable. C'est là où je suis tombée amoureuse. Oui, c'était de la folie. Une folie féroce, muette, incrustée comme une pieuvre au plus profond de mon corps et de mon âme, et qui me dévorait en silence, immobile, impassible, sans espoir, sans rémission possible, seulement céder, se taire, éclater, crever. Je me battais comme une tigresse, prudente et brûlante, toute enveloppée de ruse, de patience, de souffrance. Afin de gagner du terrain, j'avalais la terre, les cailloux, les épines, en étouffant de joie. Oui, pour moi, Genève, c'était ça. La quête d'un amour impossible. Mais on n'échappe pas au coup près du destin. Il faut se faire une raison. Nous sommes dirigés, menés, promenés par la main d'un fou, un démon invisible qui s'amuse sur l'échiquier humain. Je voulais être aimée. Je ne demandais qu'une miette d'éternité, un instant de bonheur volé. J'étais comme écorchée, brûlée de façon irrémédiable. Je me sentais comme une esclave nubienne qui hale en silence avec ses dents le cordage d'une barge remplie de ciment. Il n'y a que le bonheur qui fait mal. Tout le reste n'existe pas. Je me promenais en transportant partout avec moi, dans ces rues, le missile de l'amour, chargé de toutes ces destructions, de toutes ces illuminations, et affamé d'espace. Oui. Mais revenons à Borges. Il semblerait que les putes les dégoûtaient, ou peut-être même pas les putes, mais l'acte sexuel. Vous savez, son père, pour les dépousser-le, l'avait conduit à Genève dans une maison close qu'il fréquentait lui-même. Borges, qui était alors un grand garçon de 17 ans, entre dans la chambre qu'on l'avait indiquée pour faire ses épreuves. Mais en découvrant la femme que son père avait choisie pour lui, il eut un choc. C'était la maîtresse de son père qui s'est enfuie, pris d'un dégoût dont il n'a jamais pu se défaire. La vie a de ses mystères. Et dire qu'ils dorment presque ensemble. Griselidis et Borges au cimetière des rois. Pauvre Griselidis. Elle qui n'était pas une adepte de Calvin et encore moins de cette salope de Jésus, comme elle disait. Pour elle, le fameux péché de la chair n'existait pas. La seule chose qu'elle ait jamais revendiquée, c'est le droit de jouir. Oui, jouir. Un orgasme n'a jamais tué personne. Mais le manque d'orgasme tue. Alors, que vaut-il mieux prostituer? Son âme ou son cul? Son âme. Non, son cul. Le cul, bien entendu, c'est plus propre. Mais l'âme, c'est bien moins pénible physiquement. Je peux vous assurer que Calvin, outragé jusque dans sa tombe, a essayé de tout boycotter. Le théâtre, la prostitution, et j'en passe. Hein. Mais regardez, nous ne nous sommes pas laissés faire, non? C'est lui qui a perdu, c'est la débauche qui a gagné. Pour Genève, pour ses compatriotes arabes, les ouvriers d'Almas et de Saint-Julien, fous, vieux, jeunes, intellectuels et paysans. Je vous le dis, je me sens comme la putain d'arabe.
à bas prix, à ancien prix, à humain prix. Alors témoignons de vive voix et de vive queue, d'âme vive et de cœur vif pour la plus grande victoire d'une grande putain, Griselidis. Griselidis, pour sa chatte, pour sa poitrine, pour ses bijoux, pour les foutres sacrés. Pour l'amour sous toutes ses formes, avec ses caresses, ses tendresses, ses finesses, tout naturel de chair, de cœur, de Personne d'esprit, ne meurt ici. On vit, on éclate, on gicle de volupté et de douceur partagée. Moi, je suis sur Dieu. Ouais. C'est tout nom d'avoir fabriqué une planète pareille. Et ces vieux cons voudraient encore qu'on se mette à genoux pour lui dire merci. Il faudrait lui foutre tous ces sapins de Noël dans son cul. Appelez ce Wikiti. Calme-toi, là tu exagères. Mais bon, vous avez raison. De beaux fantasmes bien étripés sur scène ne vont tuer personne. Ou tout au plus, troubler quelques âmes. Allons, laissons-nous aller, avec un peu d'amour cruel ou superbement tendre, afin de rétablir l'ordre des choses et sortir de ce foutu labyrinthe. Vous êtes cinglés. Nous, Il faut qu'on se tire d'ici, qu'on se tire de ce boudoir. Ouais. Mais toi, tu enchaînes toujours avec de la politique et ton hystérie habituelle. Même si le monde est con, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et que fait donc le socialisme? et les droits de l'homme. Et la Croix-Rouge. Et tous ces organismes internationaux qui éclairent nos rues avec leurs enseignes lumineuses en touchant des millions Oui, pour asseoir le cul de leurs fonctionnaires sur des fauteuils en simili-cuir. Exact. Terre des hommes, terre des couilles, terre des culs. Mais bon, comme disait Griselidis, il n'y a que les putes populaires qui vaillent, celles qui sont ignorées, méprisées. Arrêtez. Vous entendez parler de ces sacrés Griselidis, ça me fait fantasmer. Ah oui, moi aussi j'aurais bien aimé une de ces fellations douces et lentes. Elle aurait pris ma queue pour la déposer tendrement sur une feuille blanche et en dessiner les contours pour son musée des queues géantes. Et pourquoi pas découvrir l'amour et la sexualité avec une putain? Elles ont quand même une sacrée responsabilité. Tiens, imaginez Georgie, cet adolescent étranger, doux, calme, solitaire, habité sûrement déjà par d'un fantasme incroyable. Et la putain genevoise avec sa présence, ses paroles, ses gestes. Elle a dû faire la passerelle entre ses rêves et la réalité. Donner un corps, des lèvres, des caresses à tous ces fantasmes. Ouais, moi, je crois que cet homme, Borges, a été bloqué sexuellement par cette rencontre de jeunesse. Et moi, je crois que vous idéalisez complètement. Les grands baisers de la passion n'ont pas leur place chez une putain. Pas davantage que les hurlements de l'amour. Ne soyons ni naïfs, ni romantiques. La prostitution, qu'on se le dise, c'est un travail, pas forcément un plaisir. Oui, il faut écouter Griselidis quand elle nous dit « Ah non, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour le plaisir ». C'est déjà assez difficile comme ça, après avoir marché 1 heure dans la nuit, dans le froid, dans l'angoisse, de ramener un monsieur chez nous qu'on ne connaît pas. C'est toujours inquiétant finalement, on ne sait jamais si il va nous payer ou nous assassiner. Et après, de gré ou de force, il faut le faire bander. Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut encore qu'il éjacule. Ah, donc ce sont les travaux forcés comme au bal. C'est clair. Il ne faut pas confondre l'amour et la sexualité. Mais un orgasme bien réalisé est une merveilleuse détente physique. C'est le soleil du corps. Oui, bon, alors Griselidis par-ci, Griselidis par-là, il faut pas oublier que sous ces airs intellectuaux romanticaux de mon cul là, c'était quand même une débauchée. Hein, Oui. Et regarde où elle a fini. Rien de moins qu'au cimetière des rois, entouré d'écrivains célèbres, professeurs, médailles académiques, politiciens, même Calvin, tous flanqués d'une pute. Ça, c'est la vengeance du siècle. Une tache indélébile sur la pauvre Genève. C'est clair. Elle a bien su se venger du Christ, de toutes ces bondieuseries hypocrites, toutes ces notions de péché. Oh, ils ont dû en baver au Vatican. Ouais. Mes chers frères, mes sœurs, faites l'amour, aimez-vous,
Faites reluire vos chairs, flétries par l'abstinence, comme des soleils à la gloire de Dieu. Baisez, multipliez-vous au nom du Christ, qu'il ne se soit pas sacrifié pour rien. Que vos langues lèchent et guérissent ses blessures, et que le sang divin qui coule le long de la croix vous féconde. Vos cris et vos râles d'amour seront doux à ces pauvres oreilles agonisantes. Vos gémissements et vos rugissements d'amour l'accompagneront au ciel comme une plainte céleste chantée au son de l'orgue. Braillez, jouissez, aimez, et laissons tranquille la Suisse et la Genève de Borges. Oui, laissons tranquille Genève, cette cité calviniste constipée de couilles et du cerveau par excellence. Ah, Griselidis, une femme serpent aux 1000 vies, une écrivaine au lyrisme incandescent, une mère libertaire, une orpheline apatride qui a trouvé dans la littérature une famille, un pays, et dans la pratique de la prostitution son épreuve du feu. Ni pute, ni révolutionnaire, tout simplement écrivaine. Écrire, c'est tuer. C'est se rouler dans la cendre. C'est échapper au suicide et à la folie. J'écris pour me vomir telle qu'on m'a faite. J'écris pour me perpétuer tel qu'on m'a aimé. Et blessé, et caressé, et ressuscité. Aucun acte n'est raisonnable s'il n'est pas suscité tout au fond de nous-mêmes par nos désirs cachés. Il faut leur donner la parole sous peine de mort. C'est la façon naturelle de continuer à compter. Et maintenant, Qu'est-ce que cela a à voir avec La poésie, cela a beaucoup à voir avec nous. les obsessions du langage? Comme toutes les obsessions, Nous visitent de nuit. Parfois, c'est éveillé, mais presque presque toujours endormi. Alors, nous désapprenons ce qu'il semble que nous savons. et nous découvrons ce qu'il semble que nous ignorons. C'est pourquoi les poèmes s'écrivent de nuit, bien qu'ils se revêtent parfois de lumière, ou s'ils s'écrivent de jour, ils convertissent le jour en nuit. l'infini lui aussi a un envers et un endroit. Les dieux sont toujours à l'endroit, bien qu'ils se souviennent parfois de l'autre côté. L'homme est toujours à l'envers et ne peut se souvenir d'ailleurs. Mais L'infini, lui aussi vient tournoyer dans l'air comme une monnaie comme une monnaie. dont on ne sait qui la lance avec ses miroitements. Sarcastique. Ainsi parfois s'échangent les rôles, mais non sans doute la mémoire. L'homme est l'envers de l'infini, bien que le hasard Bien que le hasard le place un instant le place un instant de l'autre côté. de l'autre côté. Vomir le monde. Expulser sa substance irréelle et visqueuse. Visqueuse. Comme le malade qui se soulage d'une nausée et rester sans monde, avec le néant dans la main, ou peut-être une fleur qui déjà n'est plus au monde, mais dans le halo de calme réalité qui l'entoure. Ne pas chercher alors d'autres mondes. Renoncer à l'infidèle conglomérat sous quelque forme que ce soit et enfiler avec l'antiforme d'une aiguille le fil agile et caché de l'envers de tous les mondes. Se soutenir Se soutenir. Se soutenir alors de cette ténuité exsangue
comme le chant se soutient du vol. Où l'amour d'une absence est commencé, la fervente anti-histoire de susciter des anti-mondes. Chaque chose est un message, une pulsation visible, une découpe dans le vide. Mais entre les messages des choses se dessinent d'autres messages. Dans l'intervalle entre une chose et l'autre, formée par elle Et sans elle, comme si ce qui est là décidait sans le vouloir de ce qui n'y est pas. Cherchez ces messages intermédiaires, la forme qui se forme entre les formes, c'est compléter le code. ou peut-être le découvrir. Chercher la rose qui se lève entre les roses, Cherchez la rose. même s'il n'y a pas de rose. Dormir est une autre façon de Une penser. autre façon. Penser, une autre façon de rêver. Rêver, une autre façon de ne pas être. Ne pas être. Une autre façon d'exister. La roue tourne et tourne. Les chemins s'enroulent autour de la roue et la roue les entraîne comme des rubans poudreux. La roue tourne et tourne, mais il n'y a plus de chemin. L'aisance avec laquelle certaines choses dépassent les autres et dans ces préséances échangent leur profil, affectent l'ordre des égalités et inégalités et révèlent un hasard plus profond, ou du moins une loi plus profonde du hasard. La hauteur de la rose n'est pas la hauteur de la pierre, mais parfois la rose la surpasse dans son extase. La hauteur de l'homme n'est pas la hauteur de la pluie, mais son regard va plus loin. Que les nuages. Et parfois, la lumière de l'ombre, bien que l'ombre est toujours le dernier mot. Bien que l'ombre est toujours le dernier mot. Les hiérarchies sont une distraction de l'infini. Ou peut-être un accident. Les hauteurs se supplantent comme des tours qui dansent. Mais tout tombe de la même hauteur. La guillotine du jour décapite la triste nomenclature des choses. Et tout finit par avoir un seul nom. Pressenti, vertigineux, imprononçable. Toujours les grands jeux, défiler, passer comme un geste d'adieu, trembler, sauter. Penser ou ne pas penser. Penser ou ne pas penser, Taire sentir, le- tomber. Taire le nom, taire le nom. Taire le nom, taire le nom, les dire, sans la graisse mot d'un langage. Il faut vivre. Toute la réalité est là. Dire un nom d'autre manière. Il faut vivre ce que nous n'avons pas. Désolé. Ainsi, Désolé. la perfection désolée Désolé. de la parole, le sourire résistant des morts, Ah. le midi vibrant des minuits, les méandres désespérés de l'écume ou la vieillesse fripée du nouveau-né. Car bien que nous n'ayons pas non plus ce que nous avons, ce Nous que ouvre nous n'avons mieux pas la vie. nous Nous ouvre ouvre mieux la vie. Déshérité du sang. Déshérité Le seul du héritage qui centre, nous le reste seul est dans le héritage qui nous décentré. reste est dans le décentré. Si tu veux réussir ta vie, accroche tes rêves à une étoile. Nous voulons au contraire de Calvin faire de notre ville le premier état, Nom de Dieu. mais du savoir-vivre. Ici,
une communauté. De notre communauté, une ville? Sans corruption ni désordre. Sans péché ni ville sainte. La vraie. La nouvelle Genève, du savoir-vivre, Du luxe et du bon goût. Rien ne se fera dans cette ville sans votre approbation. Madame. Nous voulons la dictature de vos conseils. Si les dires de Calvin ne voulaient pas de fête, nous, au contraire, Ne voulons que ça. Manger. Boire. Et bien vivre. Dites-nous comment. comment Vous connaissez bien l'histoire? un bourgeois sourit lors d'un baptême? 3 jours de prison. Un autre, fatigué par la chaleur, s'est endormi pendant le prêche. La prison. Des ouvriers ont mangé du pâté à leur petit déjeuner. 3 jours au pain. Et allons. 2 bourgeois ont été surpris jouant au quilles. La prison. 2 autres ont joué au dé un demi-setier de vin. La prison. Un père s'est refusé à donner à son fils le nom d'Abraham. La prison. Un violoniste aveugle a fait danser au son de son instrument. Expulsé. Une jeune fille a été surprise en train de patiner. Avertissement des pénitences. Les gens joyeux ont fêté les rois. 3 jours de prison au pain et à l'eau. Un bourgeois a dit Monsieur, Calvin au lieu de Maître. Calvin. La prison et encore la prison. Un homme a joué aux cartes. Au pilori. Les cartes autour du cou. Non et non, les pierres de notre ville n'ont plus cette mémoire. Nous voulons au contraire inscrire vos préceptes Dans ces vieilles pierres. Dans ces vieilles pierres. Oui, madame. Initiez-nous. Ne dilapidons pas notre temps ni notre énergie dans cette joie. Je vais vous préparer à lutter contre ces fanatiques ennemis de l'art et de la vie, contre tout ce qui tue le charme de l'existence. Oui, ces petits riens où se manifeste le goût créateur. Oui, mes petits, pour nous, ce qui compte, c'est le succès. Et encore, il est rare que certains l'acceptent avec des mesures morales. Oui, pour nous, ce qui est important, ce sont les vainqueurs. Et laissons les vaincus dans l'ombre. Oui. Alors bienvenue, bienvenue. L'art de vivre est la clé du succès et du bonheur, surtout ici, à la rue de Rothschild. Oh, madame, moi, comme toutes les jeunes femmes, j'ai d'abord commencé par rêver ma vie. Depuis toujours, je suis submergée par des images de beauté et de luxe. Elles m'emportent loin, loin, très loin. Des palais somptueux, des gens élégants et raffinés. Et j'attendais qu'une fée m'introduise dans ce monde enchanté. Et, oh miracle, la fée se présenta sous votre aspect. Je sais que vous allez transformer ma vie, me donner les moyens de m'élever plus haut que mes rêves. Je me vois déjà l'héroïne qui préside des dîners somptueux. Je me vois entourée de lys, de roses, de rubis et de saphirs. Madame, moi par contre, dès que j'ouvre les yeux, malheur et tristesse. Je retombe dans ma vie quotidienne et je ne vois que des gens n'ayant rien de commun avec les personnages auxquels vous faites rêver. Les personnes que je côtoie dans ma vie n'ont point ni le langage, ni les manières, ni l'exquise politesse. Oh oui, moi aussi, je me pose des questions. Ces personnages exquis existent-ils vraiment? Me sera-t-il donné de les rencontrer un jour? Saurais-je leur plaire? Oh oui, je vous offre toutes mes forces afin d'acquérir ce savoir qui me permettra de me comporter comme une femme doit le faire en tout lieu et en toutes circonstances. Et oui, je vous promets de ne pas relever ma jupe en m'asseyant. Et oui, surtout, je demanderai une mousseline pour recouvrir mon visage au moment d'essayer une blouse ou une robe afin de ne pas laisser de traces de rouge à lèvres. Je peux vous avouer une expérience terrifiante qui m'est arrivée chez la marquise Louise Dame. Le charisme de cette grande dame au maintien sévère, je fus soudain pris de vertige avec l'impression de frôler le précipice. Je vous le
Je n'oublierai jamais ces moments. J'étais devant une grande table dressée et tous m'ont regardé avec insistance et je ne savais pas quoi faire. Moi aussi, je veux accéder à cet art de vivre que vous possédez. Bien dit. Que serait la circulation routière, aérienne ou fluviale sans les codes qui les réglementent? Oui. Que serait la vie en société sans le code des bonnes manières? Oui. Lorsqu'en mer deux bateaux se croisent, ils se saluent. Oui. Lorsque dans la rue deux personnes se rencontrent, elles se saluent. Oui. Ainsi, à chaque moment de notre vie, nous sommes soumis à une réglementation spécifique et à sa signalétique encore plus spécifique. Ainsi donc, madame, je me mets à votre disposition et sous vos ordres afin d'acquérir de vous les codes qui me conduiront direct sur les autoroutes du bonheur. Madame, vous ne pouvez pas vous imaginer la somme considérable de connaissances, des titres prestigieux, des pays et continents que j'ai visités. Mais je me sens un voyageur clandestin, car je n'ai pas dans mes bagages le seul passeport qui ouvre toutes les frontières et tous les codes. Les codes du savoir-vivre. Oui, madame. Je sais que ce sont les mères qui, de génération en génération, transmettent le savoir-vivre à leurs enfants. Malheureusement, ni comme jeune fille, ni comme femme, je n'ai point reçu les règles qui constitueraient le code idéal des bonnes manières. Je vous demande donc de bien vouloir me prendre aussi parmi vos initiés. Me voici donc investi d'une mission impossible. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de changer le monde, ni de réformer les mœurs de cette ville, qui le pourrait d'ailleurs. Comme vous le savez, le théâtre classique obéissait à 3 règles. L'unité de temps, l'unité d'action, l'unité de lieu. Eh bien, apprenez que l'élégance, elle aussi, répond à 3 règles. La règle de l'âge, la règle de l'heure, la règle des circonstances. Oui, mes petits, les circonstances. Mais avant ça, voyons si vous avez assimilé les principes fondamentaux de la bienséance. À vous, madame. Alors, madame, le premier principe, c'est le respect de soi-même. Nous devons avant tout construire une image positive de nous-mêmes. Je dois considérer ma personne comme digne de toutes les marques d'attention. Je dois me juger digne du meilleur, prendre soin de moi, me faire plaisir, m'offrir des bonheurs simples. J'ai souvent remarqué que, à la différence des hommes, très attentifs à leur plaisir, je suis dure avec moi-même. Je me punis, je me prive des plaisirs. Plus je donne aux autres, et plus je me retire de moi. Oh, madame, il faut à tout prix éviter de faire la moindre entorse aux règles de l'élégance ou simplement de l'hygiène. Ne pas oublier l'excellence d'une petite douche quotidienne et ses incommensurables mérites. Oui, une petite entorse peut vite en entraîner une autre. Moins de rigueur dans la sélection de vos habits ou de vos chaussures entraîne de fâcheuses conséquences. Moins de rigueur dans le déroulement de votre pensée, moins de rigueur dans le choix de vos amis ou de vos loisirs. Et surtout, moins de rigueur dans votre moralité. Oui, plus il y a de moi, moins il y a de raison d'être content de soi. C'est ça. Alors rappelez-vous, la vie coule trop vite. Soyez des femmes épanouies, réconfortées, même si vous ne dépendez que de vous. Prenez-vous en charge. Vous en êtes parfaitement capable. Aimons-nous nous-mêmes. Exactement. Et à présent, ces messieurs, dites-nous ce que vous avez appris sur l'élégance masculine. Que Londres est la capitale de l'élégance masculine. Que les couturiers italiens et français ont du chic, de l'idée et du brio. Oui, mais les Anglais ont quelque chose de plus. La tradition. Oui, madame. Si je veux avoir l'allure d'un gentleman de la city, je dois m'habiller à l'envers. Madame, et l'argent. Oui, et l'argent. Est-il légitime pour une femme au foyer
qui ne travaille pas de dépenser l'argent que gagne son mari? Madame, moi, je mène ma carrière à tambour battant. Je gagne plus que mon mari. Dois-je jouer de mon indépendance financière? Mais non, tu ne dois pas priver ton mari de la joie et de l'orgueil de pouvoir t'offrir des bijoux sous prétexte que tu peux les acheter. N'est-ce pas, madame? Attention, si le salaire de la femme est supérieur à celui de l'homme, il ne faut cependant pas inverser les relations de pouvoir. Oui, c'est pour cela que nous avons un compte en commun. Je ne veux pas qu'il aille regarder ailleurs. Moi, mon banquier, je le connais très bien. Nous avons des relations de confiance. Il sait très bien gérer l'argent de ma femme. C'est lui qui m'a dit, gagner de l'argent, c'est une affaire d'homme. Le dépenser, une affaire de femme. Donc, je reste sur les qui-vive. Oui, l'argent et la santé. Les deux préoccupations majeures des Suisses vont de pair. Ne dit-on pas que l'un et l'autre sont prospères et qu'en se ruinant, on se ruine la santé? Oui, mais pourquoi se faire de la bile quand les deux vont bien? Nous le savons, aujourd'hui, l'argent est roi, l'argent est l'arme absolue. Nous l'honorons, nous l'adorons, nous sommes prêts à bien de compromissions pour l'obtenir. Mais attention, rappelons-nous ce que notre ville nous enseigne. Nous ne devons pas faire l'étalage de sa fortune, dépenser moins qu'on le peut, discrètement, en enrichissant son patrimoine et en le transmettant. Oui, compris que l'argent n'a pas d'odeur. Mais il a un parfum enivrant. Nous allons suivre votre exemple. Soyons toujours fascinés par la richesse et la puissance. Oui, mais il y a des femmes qui tombent systématiquement sur le plombier. Eh bien, apprenez que moi, je ne me suis jamais rendue à un dîner sans rencontrer un héritier. Alors, demain, nous commencerons avec les préceptes de l'infidélité. El male va